ce que je prévoyais s'est réalisé, parce que la semaine d'après, c'est comme s'ils avaient eu un énorme échec. Disons, il est parti, on n'a pas pu l'avoir. Voilà, en gros, c'était ça. Et voilà, ça a commencé là. Oui. Bon, après c'est l'exil qui aura une autre dimension. J'avais déclaré aussi, oui, j'avais déclaré que c'était le raz-de-marée, et j'avais déclaré aussi qu'aucun gouvernement, bien je précise, aucun gouvernement, d'aucune sorte, ne pourra rien faire tant que ces gens-là sont là. Tant que les militaires, ces militaires-là... Voilà, ça je l'ai dit aux Algériens à l'époque et je l'ai écrit. J'ai dit, ils ne feront rien. Ce n'est pas possible. Techniquement, ce système, ce n'est pas possible. Il ne peut plus rien rendre. Bon, c'était une vérité que j'avais dite. Je ne sais pas si elle est retenue ou pas. Et depuis, c'était l'exil. Donc vous vivez cet exil et vous voyez le pays plonger dans, dans le coup d'État et puis plonger dans cette espèce de bain de sang déclenché par ce coup d'État. Je vois d'abord Boudrief. Voilà. Je vois d'abord Boudrief, c'était les premiers mois. Je reçois une communication chez Corme, qui était resté à Paris, parce que je suis arrivé à Paris. Et je reçois une communication chez Corme de Boudrief qui dit « Qu'est-ce que tu fais là? Je ne comprends pas. Pourquoi tu n'es pas à Alger ?» Je lui ai répondu que je n'étais pas à Alger parce que Alger était tenu par les militaires et qu'il fallait qu'il s'occupe de lui-même, parce que s'il a fait un contrat avec eux, c'est un tort. Ça. Et ça s'est arrêté là. Mais je savais que le régime ne fonctionnerait pas, que ce soit Boudrief ou n'importe qui. Il y a l'après-gouvernement des réformes, qui est une espèce de période brouillonne, désordonnée, qui est une sorte de remise en cause des stratégies mises en œuvre par vous et votre équipe. Et puis, au bout du compte, les élections législatives se tiennent et il y a un putsch militaire le 11 janvier 1992 qui débouche sur une guerre civile oblique qui ne dit pas son nom et 250 000 morts. Écoutez, les auteurs de la fin des réformes sont connus, c'est ce qu'on appelle les janvieristes. Ce sont 5 généraux, pas plus. 5 généraux qui ont décidé, et dit publiquement qu'ils l'ont décidé, qui ont eu l'autorisation de Chedli, qui ont décidé. Les 5 généraux sont connus. Nazar, Toufiq, l'Arbi Belkhair, Lamari et Touati. En gros, voilà les 5 essentiels. Il y aura les autres, bien sûr, mais ils ont décidé de ça, ils l'ont fait. Quand ils l'ont fait, ils ont décidé, ensuite, ils ont été pris au piège. C'est la première fois que les militaires, qui se sentaient les plus grands privilégiés de l'Algérie, mais qui ne touchaient pas à la gestion, se sont retrouvés piégés à être obligés de gérer la gestion. D'un pays. Les gens ont vu comment ils l'ont géré. La décennie noire, la mort de Boudrief, je ne rentre pas dans les détails, tout le monde le sait, et j'avais dit à l'époque qu'ils ne feront jamais rien de valable. Mais comment se sont-ils décidés? Premièrement, ils ont dit, on va mettre au panier quelque chose de négatif, de le dire aux gens. Bien sûr, on va mettre au panier les réformes, mais c'était très difficile. Parce que les réformes, c'était des lois. Et c'est difficile pour eux d'enlever des lois comme ça. C'est pas possible, c'est des mensonges qui se voient. Ça a été d'enlever le FLN. Ils ont enlevé le FLN. Et ils ont créé des nouveaux partis. Combien, je ne me souviens plus, il y en a eu tellement. Et ces nouveaux partis nous ont montré la vraie opposition hypocrite qui se cachait. Elle était à 80% FLN. Elle a décidé immédiatement d'enlever le chef du FLN qui était d'accord avec vous. Abdelhamid Mahdi. Exactement. Ensuite, elle s'est montrée, elle est toujours vivante. Je ne sais pas, je ne veux pas dire des noms, mais elle est toujours vivante, elle fait des affaires, elle est subventionnée. Et chaque fois que la police politique lui demande, elle agit, elle part.
il y a toute cette bureaucratie de l'État qui s'est accumulée depuis 1962 et qui apparaît ouvertement. Elle apparaît ouvertement sous le nom d'éradicateur. Écoutez ce que disent aujourd'hui les écrivains installés en France. Ils disent exactement qu'il faut arrêter ces musulmans, que l'Algérie des janvieristes a été le grand pays qui a tué tous les terroristes intérieurs. Voilà à peu près la ligne politique qui a été suivie, c'est celle-là. L'équation Chadli est très importante dans finalement l'arrêt de l'expérience réformatrice. Ce discours de septembre 90 met un terme au contrat que vous aviez passé en vous installant au gouvernement. Il y a trois choses. Quand on essaie de juger Chadli, il y a trois choses qui posent question, que les historiens voudront bien régler un jour. La première, c'est la gestion du pétrole. Notre manière de voir la gestion du pétrole n'a pas été acceptée par le président, alors que dans le contrat, il était clair que c'était à nous de le faire. Pourquoi ? C'est clair que c'est l'étranger qui a dit non. C'est clair. Pas de problème. S'il y en a un qui avait peur de notre gestion du pétrole, c'était l'étranger, pas les Algériens. Bien sûr, il pouvait y avoir des Algériens là-dedans. Oui, bien sûr. Bon. La deuxième chose qui était claire, c'est que Chadli avait dit que nous allions obliger l'armée à venir rentrer dans la politique et ne pas rester à l'extérieur, et qu'il allait créer un comité de la défense dans lequel le gouvernement était présent. Il ne l'a jamais créé. Pourquoi ? Là aussi, ma réponse est claire, il avait peur des militaires, il ne voulait pas. C'est clair, on verra historiquement. Et la troisième, c'est la date des élections législatives. J'ai une opinion personnelle. Les gens disent influence de la famille, influence des partis politiques, je ne le crois pas. Moi, je pense que c'est une influence étrangère. À l'étranger, comme ça se voit aujourd'hui partout dans le monde, Monsieur Chadli, quand vous allez faire vos élections, quand vous allez avoir votre assemblée, ce point qui n'est pas un point du FMI, mais qui est un point de tous les gouvernements colonialistes occidentaux jusqu'à aujourd'hui, a dû être répété à Chadli matin et soir. Et un jour, ça c'est mon opinion, il leur a répondu, bon, c'est vrai, vous avez raison, moi pour devenir un vrai président, je vais aller aux élections. Pour lui, c'est des élections de la liberté. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement choquant et provoquant. Il nous l'a dit, il est venu, il nous a dit, bon, c'est ma décision, les élections, c'est dans quelques mois. Ma réponse à l'intérieur de l'équipe des réformes, ça a été de dire, je venais de terminer avec le FMI. Comme quoi, on avait terminé avant les 3 ans. Et j'ai dit, bon, écoutez, on termine très vite parce qu'on en a pour quelques jours. Quel a été le rôle des gouvernements étrangers dans l'abandon du programme des réformes? Quelle a été l'opposition, par exemple, de la France, des États-Unis, de l'Italie et des pays du Golfe? On se rappelle d'une image que les gens peut-être oublient, l'ancien président du FMI. J'oublie son nom, Comte-dessus, je crois. Comte-dessus. A demandé sans passer par le gouvernement. Soyons, c'est important. À venir en Algérie. Il est venu en Algérie sans passer par le gouvernement. Il a été reçu en Algérie. Il a été dans le sud. Il a discuté avec les gens du FIS au moment où nous, on négociait avec le FMI. Il n'est pas venu au nom du FMI, il est venu au nom de son pays. C'est clair pour moi, c'est clair. Et je l'avais dit à l'époque d'ailleurs,
ça a été aussi extrêmement choquant. Mais voilà des réalités d'une opposition interne qui fait la loi pour essayer de nous diminuer. Qu'est-ce qu'ils ont pu dire au responsable du FMI? La seule chose qu'ils ont pu lui dire, c'est qu'on n'avait pas tenu leur parole. C'est-à-dire qu'on n'allait pas signer selon ses propres conventions. Et il est venu au moment où on avait fini de discuter et où les cadres du FMI avaient accepté nos conditions, ceux de la Banque mondiale avaient accepté des conditions, et bizarrement, leur chef vient déstabiliser la situation. Et est-ce que vous avez ressenti quand même une différence de position entre ces différents partenaires, entre l'Italie, les États-Unis, la France et... C'est clair. Il y avait Bon, pour nous, il y avait donc un point, la France. Il y avait un patron du FMI qui d'un coup jouait en dehors de sa propre administration. Sa propre institution. Voilà, il jouait en tant que Français et non pas en tant qu'administration du FMI. En dehors de lui, la négociation avec la dette a été merveilleuse avec la Russie. La Russie qui était dans une situation lamentable. Oui, catastrophique. C'était la chute du mur de Berlin et malgré ça, ça a duré une demi-heure. Et la dette avec la Russie était énorme. Ça a été avec les Japonais. Ils n'ont dit ni oui ni non, mais ils ont dit si le FMI nous donne le raccord tout de suite, on est d'accord avec vous. Avec l'Italie, ils ont été déjà d'accord avant qu'on ait fini. N'oublie pas, on a déjà mis en place des accords sur le gaz. Ils étaient d'accord pour venir faire du commerce, ce qui est normal, pour envoyer leurs entreprises. D'ailleurs, on ne s'occupait pas directement. Ils étaient libres. Les gens oublient beaucoup de choses. On ne parlait pas des entreprises. Elles étaient libres de venir. Mais à l'époque, ceux qui venaient, ceux qui ont décidé d'investir, les chiffres sont encore à la Banque centrale, ce sont d'abord les Italiens et les Japonais. Voilà les pays avec qui on avait des relations. Les États-Unis. Voilà. On a été négocié avec les États-Unis pendant qu'on parlait avec la Banque mondiale et le FMI. On a négocié d'ailleurs avec non pas des diplomates algériens. Il ne faut pas oublier que pendant les réformes, la diplomatie algérienne était complètement extérieure aux réformes. C'est là où on va voir la bureaucratie, comment elle agit. Ils ne pouvaient pas organiser une seule réunion. Et quand ils étaient là, c'était une catastrophe. Mais en tout cas, pour le faire aux États-Unis, nous sommes passés par des Algériens qui n'étaient pas dans la diplomatie, qui étaient des Algériens qui vivaient aux États-Unis, qui avaient eu beaucoup plus grande efficacité pour préparer cette négociation. Et cette négociation, je vous dis comment elle s'est passée, on nous a dit clairement, si vous arrêtez les corrupteurs de céréales que vous avez en Algérie, nous sommes d'accord. Voilà. Et nous venons à Alger. Déclaration officielle du ministre, je pense, des Finances de l'époque. Bon voilà, donc ceci montre une chose, que ce tigre en papier qu'est l'impérialisme peut changer d'opinion si on sait résister et si on sait dire la vérité. Bon, il y avait des tigres, des petits, des grands, des moyens. Le plus grand était, je crois, en face de nous, mais on ne peut pas dire que ce sont tous été contre nous. Voilà, pour parler clairement du pays. Que reste-t-il des réformes? Est-ce que cet esprit des réformes, cet esprit d'ouverture, de liberté, etc., on ne le retrouve pas bien des années plus tard dans le Hirak? Ce qui est frappant, c'est qu'il y a 40 ans que ça s'est passé. C'est quand même de l'histoire. Les gens en parlent encore. Les gens de notre âge, des vieux, des gens un peu moins âgés, ils en parlent encore. Les gens qui vont à l'université en parlent encore. Je crois que c'est à cause des lois ou je ne sais pas ce qui s'est passé. Et les gens du Hirak en parlent encore. En tous les cas, ce qui est clair, c'est que les gens du Hirak ont exprimé politiquement les mots que nous n'avions pas osé
pour des raisons de sécurité à l'époque, et encore une fois pour éviter l'explosion, prononcer l'armée dehors, retour en 1956. Donc que les gens soient pour les réformes ou pas, ils ont dit ce qu'on ne pouvait pas dire. Mais qu'on avait déjà enclenché. Voilà. Et maintenant c'est fait en Algérie comme c'est fait, à mon avis, en Égypte comme c'est fait ailleurs. Quel est l'état des lieux que vous dressez de l'Algérie dans ce monde qui bouge, qui est en convulsion? On le voit bien en Ukraine, en Palestine, en Amérique latine, en Afrique, partout il y a une sorte de remise en cause globale, et en Asie a fortiori, une remise en cause globale des relations qui ont perduré jusqu'à, je dirais, depuis la Deuxième Guerre mondiale jusqu'aux années 2000. Je voudrais commencer par choquer peut-être les gens en disant il faut pratiquement oublier tous les échecs qu'on a eus depuis 1945. On est dans un monde nouveau. Depuis 1945, ce qu'on a eu devant nous, c'est l'OTAN, les États-Unis, le colonialisme français. Nous sommes en 2025, nous pouvons le dire aujourd'hui et l'expliquer, dans une situation où il y a une transition. Tout ce pouvoir n'est plus un pouvoir unique. Il est en train de vendre un par un tous ces aspects d'hégémonie. Les États-Unis sont en train de vendre leur puissance mondiale. C'est terminé. Elle se partage maintenant. Elle est États-Unis dans une transition qui évolue. Elle est États-Unis, Russie, Chine, Inde, Brésil, et ça viendra. Donc il faut que les gens maintenant pensent qu'ils n'ont plus affaire à un ennemi unique. Ils peuvent avoir des ennemis différents, mais ce n'est plus l'ennemi colonialiste, l'ennemi unique. Ça, c'est, je crois, important. Il y a 2 dates qui vont illustrer aux gens que le monde a changé. La fin de la guerre aux frontières de la Russie. Les États-Unis et l'Europe vont perdre la guerre. C'est clair. C'est pour ceux que ce n'est pas clair, ils écouteront encore ce qu'ils voudront, mais c'est clair. Et cette perte va s'imposer à la mémoire européenne et à la mémoire des États-Unis. Ils vont découvrir qu'ils l'ont perdu et qu'il faut bien partager le pouvoir politique mondial avec la Russie. Avec la Chine, je crois que même sans guerre, ils vivent tous les jours, tout le monde occidental vit la nécessité de travailler avec les Chinois. Ils ne peuvent plus aujourd'hui respirer, manger ou boire sans les Chinois. Et ça viendra pour le Brésil, c'est en train de bouger, ça viendra pour l'Inde. Les sanctions des États-Unis, qui étaient une arme énorme dans le monde entier, rappelons-nous, les sanctions contre Cuba, les sanctions contre l'Égypte, les sanctions contre la Russie, les sanctions dont avait peur l'Algérie, ne marchent plus. Donc c'est une question de temps. Le temps joue, bien sûr, il faut avoir la patience de voir l'évolution de cette transition. Mais cette transition, elle est absolument incontournable. Nous devons penser aujourd'hui en tant qu'Algériens, non pas comme on pensait en 1945, en 1962, un ennemi, l'OTAN et la France, non. Non, maintenant on a un monde multipolaire et il faut être capable diplomatiquement de travailler avec le monde multipolaire. Des régimes qui ont pris leur indépendance en disant c'est bien, on garde les lois coloniales et on fait la modernité. Oui. Parce que c'est ça le truc, le faux, c'est on garde les lois de M. Soustel et de M. Lacoste et on devient moderne. Voilà. Ça ne marche pas. Ça ne marche pas et j'ai dit ça ne marchera jamais. Bon, on viendra à la réalité d'aujourd'hui qui est bien plus complexe. Mais en fait, ce que j'ai voulu savoir,
c'était cette vérité que le mode politique dans lequel peut fonctionner le monde arabe et le monde algérien, c'est le monde de la démocratie. C'est de revenir à l'idée que ce sont les gens qui débattent, je reviens aux réformes, mais politiquement, c'est fini, c'est plus les réformes économiques, qui débattent politiquement de leur culture, de leur éducation, de leur vie de tous les jours. Si on ne fait pas ça, ce n'est même plus la peine. Et aujourd'hui, on a toutes les preuves abondantes. Ça n'a pas été la peine en Syrie, même si on avait un président qui avait compris. Mais il n'y avait pas de démocratie, il n'y avait pas de Syriens qui fonctionnaient. Regardez le résultat. Ça n'a pas été la peine en Libye. Regardez le résultat. Partout, ce n'est pas... Et ce n'est pas la peine en Algérie. Je le dis pour moi. Pour nous, ce n'est pas... On est sur un volcan. Tant que le peuple n'est pas pris en considération, tant qu'il n'est pas libre, tant que ce n'est pas lui qui décide, on est sur un volcan. Et la bombe qui peut éclater, elle éclate contre nous, avant d'éclater contre les autres. Ça, c'est clair. C'est un peu le message que j'ai appris en 40 ans, en vivant partout d'ailleurs dans le monde, en regardant ce que sont devenus les communistes, en regardant ce que c'est devenu les pays d'Europe de l'Est, en regardant ce qu'est devenu l'Amérique latine. Enfin, on a eu 40 ans quand même à faire de l'apprentissage. Et voilà. Il faut se battre contre les Arabes. Aujourd'hui. Il faut se battre contre les Arabes parce que chez eux, il y a encore un élément idéologique terrible, c'est qu'ils finissent par faire fondre le régime israélien. Et ça, ce n'est pas possible parce que tout le système impérialiste occidental est lié à l'existence de cet État. Bon, ce n'est pas de notre chance au moment de la transition. Eh bien, on a, nous, une guerre. Les autres ne l'ont pas, mais nous, on l'a. On a les massacres de Palestine tous les jours. On a cette obligation de Washington de nous dire, je ne sais pas quel est le mot, modérez-vous, c'est-à-dire négocier avec Israël pour qu'elle reste en vie. Voilà ce que ça veut dire. Et les peuples doivent répondre à cela. Les États répondent ou pas, mais la question la plus sérieuse, est-ce que les peuples arabes vont répondre à cette question? Nous ne pensons pas que les peuples arabes puissent répondre une minute à cela. Sinon, ils auraient répondu depuis 1948. Donc, on est dans une guerre. À mon avis, c'est une guerre qui va durer, il faut être patient, quelques années. Ils vont continuer à nous faire mal pendant quelques années. Ils ne supportent plus. Hein, nous sommes comme dans cette période de la fin de la guerre d'Algérie où est né l'OAS. Là, on est dans cette fin du système occidental où naît ce qui se passe à Gaza. Et qui peut se passer à Beyrouth, qui peut se passer, évidemment, qui s'est passé en Syrie, qui peut se passer ailleurs. Alors la question pour nous, voilà la situation mondiale, elle est claire, on peut y revenir. Nous avons donc la question de l'Ukraine, dès qu'elle sera réglée, c'est un monde qui aura changé. Et il y a la question chinoise, je n'avais pas dit en termes physiques que les gens bien, ce sera la question de la monnaie. La monnaie ne sera plus le dollar. Les sanctions, tout ça, c'est la question de la monnaie. Et voilà, pour ces deux questions, je crois que c'est en route. On ne peut pas aujourd'hui faire du dollar la monnaie internationale. Ce n'est plus possible. Qu'est-ce qu'il reste? Il reste à ce que les guerres passagères passent. Et on risque d'avoir une guerre au Venezuela. Mais en réalité, on a une guerre chez nous, dans le monde arabe. Et nous, notre problème, c'est de régler cette question-là. Oui, mais l'Algérie, là-dedans, elle est au milieu d'un arc de crise. Il y a une sorte de pression qui s'exerce, on le sent bien, on le voit bien, qui est une pression qui ne s'exerce pas sur le système politique en tant que tel, mais qui semble s'exercer contre le pays lui-même, contre l'État lui-même, contre
contre l'unité territoriale, l'unité nationale. On voit bien les manœuvres qui sont en cours ici, l'unité du peuple. Il y a incontestablement un jeu politique international de l'impérialisme et du néocolonialisme qui est actif en Algérie. Comment faire face à cela? Oui, on a dit, j'ai parlé de la Palestine, évidemment, mais la Palestine, c'est aussi Alger. Il ne faut jamais l'oublier. Il faut parler des peuples. Il faut arrêter de parler des États. On sait dans quelle mauvaise situation ils se trouvent, c'est même pas la peine d'en parler. Il faut parler des peuples. Le peuple algérien est un peuple contre lequel l'Occident veut se venger. C'est clair que nous avons fait une guerre, nous et les Vietnamiens. S'ils pouvaient tuer les Vietnamiens, ils les auraient tous tués. Et c'est la même logique vis-à-vis des Algériens. Moi, je pense que ce n'est pas la peine de trop perdre l'idée centrale. C'est que nous avons infligé une défaite à l'OTAN. Nous, pas moi ni vous, mais nos parents et nos grands aïeux, nos grands-parents, par leur morale, leur aspect politique, leur guerre, ont infligé une défaite à l'OTAN. L'exemple, c'est que les petits-enfants aujourd'hui, de ceux qui ont connu l'Algérie, disent encore « nous avons été renvoyés ». Ils ne disent pas qu'ils sont français. Ils sont partis, ils sont français, et ils sont partis parce qu'ils sont français, mais ils ne disent pas, ils disent « nous avons été renvoyés ». Et ils sont nombreux. Ils tiennent une partie de l'extrême droite. Ils tiennent une partie du Parti socialiste. Voilà, pour exprimer les pays qu'on connaît. Ces gens-là veulent une revanche. Ils rêvent d'une... Mais une revanche contre qui? C'est ça la question. C'est une revanche contre les gens. Ils savent très bien qui les déteste. Ce n'est pas un intellectuel qui les déteste. Ce n'est pas un cadre supérieur qui les déteste. Ce sont les gens de la rue. Les gens de la Casbah, les gens de Constantine, les gens de Tlemcen. Ce sont ces gens-là qui les ont mis dehors. C'est un aspect culturel, c'est un aspect lié aux maladies qu'ils ont. Ils sont incapables de revisiter leurs erreurs. On vivra avec ça tant qu'ils accepteront ça. Pour revenir en Algérie, eh bien, ils paieront à mon avis, ils paieront le prix le plus cher pour avoir leur harki. Ils ont toujours besoin d'Algériens qui insultent l'Algérie. C'est aussi simple que ça. Et tant qu'il y a des Algériens qui insultent l'Algérie, comme ils ne sont pas nombreux, il faut les montrer. Et tous ces gens-là ne tournent pas autour de l'État français ou de l'État des États-Unis. Ils tournent autour du CRIF, ils tournent autour d'Israël. Parce que c'est là où il y a la vraie résistance à notre manière de penser. Quand l'État israélien déteste les Arabes, il ne déteste pas tous les Arabes. Il déteste les Arabes qui résistent. Et quand il fait... Et ce sont des gens qui sont sérieux, qui réfléchissent bien. Quand ils réfléchissent qui leur résiste, le peuple algérien, même s'il disent le contraire, apparaît comme étant un des principaux éléments culturels de la résistance. On n'y peut rien. Si on se le cache, c'est qu'on se ment à nous-mêmes. Comme je le disais, dans cette période de transition, nous sommes en guerre. Elle est à nos frontières. Et la question qui se pose, sommes-nous capables de faire face? Personnellement, je dis que le peuple algérien est très capable de se mobiliser et il est très capable de dire non et de montrer sa force. Il est clair que tant que le peuple se mobilise à sa manière, comme je l'ai dit, démocratiquement, librement, l'ennemi s'arrêtera et ne rentrera pas dans ce pays. Pourquoi je suis si sûr de ça, malgré tout ce qu'on dit, malgré toute cette énorme propagande extrêmement puissante qui dit que c'est la dégénérescence du peuple algérien, que les gens se vendent, etc. C'est faux.
C'est totalement faux. Cette culture de la guerre de libération reste très profondément ancrée chez les Algériens. Vous n'avez qu'à regarder, aller ici dans une banlieue très pauvre et parler à des Algériens qui n'ont rien connu, qui sont la 3e génération après la guerre, et ils ont des réponses très claires là-dessus. Il faut revenir à l'Algérie de novembre, celle de la liberté d'expression, des différences d'expression, celle qui est africaine. Il ne faut pas oublier que la première culture idéologique de la Révolution, ça a été la culture pour arrêter ceux qui ont colonisé l'Afrique. Elle est africaine. L'Algérie est ouverte à l'ensemble de l'Afrique. Lorsqu'on voit ce qui se passe aux frontières, on ne comprend pas au niveau étatique. Mais au niveau populaire, on ne voit pas de différence. On voit très bien que l'Afrique est présente en Algérie et que nous sommes présents, et aussi bien du temps de Sankara qu'avant, du temps de Sékou Touré. Il ne faut pas que les gens oublient. L'Algérie était partout présente. C'est ça qui compte. Peut-être que des États peuvent faire des progrès 5 minutes et puis revenir en arrière. C'est secondaire. Il ne faut pas en rester là. Il faut aller à l'idée profonde que nous avons du respect de leur liberté et du droit qu'ils ont de manger ce qu'ils produisent. Voilà sur quoi nous pouvons nous appuyer. Nous avons eu une diplomatie. Ce n'est pas une chose difficile que je vais raconter. Il faut reprendre cette diplomatie africaine que nous avions, tout simplement. Elle est correcte, elle est vécue, elle est connue, elle a été négociée au niveau des frontières. Les jeunes le savent aujourd'hui parce que l'information circule. Les Algériens ont toujours la réponse. Ont toujours la réponse devant l'agression. Ils savent quoi dire. Et quelles sont, d'après vous, les perspectives pour l'Algérie dans ce monde qui change, dans ce monde qui se transforme, et dans cette Algérie qui reste extraordinairement immobile dans ce système qui se recroqueville sur lui-même? Quelles sont, à votre avis, quelles sont les issues, les sorties possibles de cette terrifiante impasse dans laquelle le pays se trouve? Jusqu'en 2010-2012, j'écrivais. Les gens étaient énervés d'ailleurs. On me disait, mais tu écris, on ne comprend pas très bien. Tu ne sais pas parler aux Algériens et tu ne sais pas exprimer ce que tu veux. Ce qui était vrai. Mais il y a eu un bond. Il y a eu la Hirak. Les gens sont sortis. 2019, oui. Les gens sont sortis démocratiquement. Personne ne les a obligés. Sont sortis et ils ont dit les 4 mots qu'il fallait dire. C'est-à-dire toute ma bagarre a été résumée en 4 mots. 1, on revient à 56. On a tué les gens de la Soumam, on revient. On ne comprend, ça c'est ce qu'ont dit les gens, on ne comprend pas le congrès de Tripoli. Voilà. Et on ne comprend pas Tlemcen. Ça ne marche pas. Le groupe d'Oujda. On revient aux gens. C'est formidable ce qu'ils ont dit. J'ai plus besoin d'écrire. Et on revient à ce que j'étais quand j'étais jeune. C'est des jeunes d'aujourd'hui qui le disent. C'est pas obligé de faire des grandes théories de politologie là-dessus. Deuxièmement, on ne veut plus d'armée. Il n'y a pas d'exception, il n'y a pas de constitution qui dit il y a des gens qui sont supérieurs aux autres. C'est fini, on n'accepte pas. Quels qu'ils soient, on n'accepte pas. Merci, c'est des héros, mais les héros sont comme tout le monde. C'est une deuxième chose qu'a dit le Hirak. Il a dit, le problème de l'islam est un faux problème. On est en train de faire de la politique, on n'est pas en train de savoir si on va à la prière ou pas à la prière. On l'est en majorité. Arrêtez de nous discuter de choses sur lesquelles nous sommes tous d'accord. Donc ils ont dit ce qui était essentiel. Et ce qui a été dit par le Hirak a été dit à Tunis.
sous d'autres formes. Quand? Il a été dit au Caire, il a été dit au Liban, ce qui est exceptionnel, un pays de chrétiens et de musulmans, ils ont dit la même chose. Il est dit en Palestine. Et je crois que ce qui est nouveau par rapport à ce qu'on a vécu et que les gens doivent comprendre, c'est la Palestine. Qu'est-ce qui réussit en Palestine? Un mouvement populaire. Des gens pieds nus, des femmes pieds nus, mais qui sont libres, qui s'organisent et qui expriment ce qu'ils pensent. La perspective de l'avenir, elle est claire. Ouais. Ce sont les mouvements de résistance. Ils sont visibles dans tout le monde arabe. Ils sont formés ou pas, mais en tous les cas, ils résistent. Ils résistent et ils sont reconnus internationalement. Réunissons-nous comme on le faisait, démocratiquement, et débattons comme on faisait en 1954. Et nous trouverons des solutions extrêmement aisément. Surtout, nous résisterons. Parce qu'on est dans un monde aujourd'hui où la guerre est annoncée, ce n'est pas nous qui l'annonçons. Elle est annoncée, elle est déclarée tous les jours, elle a des chefs qui se voient à la télévision, et on sait qu'elle est chez nous. Ils attendent. Mais le fait d'attendre veut dire que nous aussi, on doit prendre le temps de nous organiser. Parce que si on ne s'organise pas, tant pis pour vous. Voilà un peu la conclusion que je fais. Et vous avez de l'espoir? Eh ben moi, quand j'ai vu le Hirak, j'ai de l'espoir.